Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde à distance que nous organisons. C'est une table ronde qui devait avoir lieu l'année dernière, en mars de l'année dernière, avec les mêmes intervenants et qui, bien évidemment, pour cause de Covid, a été reportée. Elle fait partie de la Semaine de l'Europe, comme vous le voyez à l'affiche qui est derrière moi, qui est organisée par Toulouse Métropole. Et elle fait également partie d'une initiative organisée par ENIC, le regroupement des instituts culturels européens, qui sur Toulouse comprend Goethe-Institut, Cervantes, l'Alliance française et la Dante Alighieri, qui aujourd'hui, dont je suis le président pour le comité de Toulouse et qui a organisé cette table ronde. La table ronde sera animée par Claudine Vassas, que vous voyez à l'écran, et je lui laisse le soin d'introduire les deux participants, que vous voyez également. Claudine Vassas est une ethnologue qui a beaucoup travaillé sur l'alimentation et, entre autres choses, avait organisé une grande exposition cuisine, alimentation et manières de table dans le sud-ouest. Je tiens également à saluer Madame Luisa Polto, déléguée de l'Accademia Italiana della Cucina à Paris, grâce à laquelle nous avons messieurs Saillard et Sirventi, puisque c'est elle qui nous avait donné l'indication de leur nom comme participants à cette table ronde. Et simplement, du point de vue pratique, caméra et micro sont déconnectés. Vous pouvez, au fur et à mesure du déroulement de cette table ronde, poser vos questions par écrit avec la touche questions-réponses et les intervenants y répondront à la fin de leur présentation. Donc, merci d'être avec nous et bonne table ronde. Je laisse la parole à Claudine Vassas. Bonjour à tous. Merci à Paolo pour cette invitation à participer à cette table ronde sans table, mais on fera avec les moyens du bord. Et merci bien sûr aux deux intervenants, Silvano Serventi et Denis Saillard, de nous avoir rejoints par-delà les airs. Bon, donc je suis très heureuse de les rencontrer, fût-ce par écran interposé, car je connaissais leurs travaux. Il s'agit donc de deux historiens. Denis Saillard est chercheur associé à l'Université de Versailles, spécialiste de l'histoire culturelle de la gastronomie et tout particulièrement des pratiques alimentaires et des représentations qui s'y rattachent. Et il a également, bien sûr, écrit plusieurs ouvrages. On peut regarder sur son site si on veut les retrouver. Je citerai juste Le goût des autres en 2015, l'expérience de l'altérité gastronomique à la de l'expérience de l'altérité gastronomique à l'appropriation, Europe 18e, 21e siècle, et des ouvrages plus récents dont il aura l'occasion de parler lui-même. Silvano Serventi est aussi historien, spécialiste de la gastronomie et écrivain, auteur de nombreux ouvrages et surtout, je pense, d'ouvrages qui ont mis en évidence l'émergence de la gastronomie. On reviendra peut-être sur ce terme, hein, gastronomie, cuisine, puisque en tant qu'ethnologue, je me suis plutôt intéressée aux cuisines, aux manières de table, au système culinaire, dans la lignée, bien sûr, de ce que Lévi-Strauss avait initié avec l'origine des manières de table. Donc là, il s'agira plutôt de gastronomie. Et je pense qu'on pourra interroger aussi l'émergence même de ce mot. Donc, Silvano Serventi, qui s'est surtout intéressé aux échanges entre l'Italie et la France. Ce sera aussi l'objet de l'intervention de M. Denis Saillard tout à l'heure, mais plus particulièrement à des périodes plus anciennes, je pense, notamment Moyen Âge,
renaissance, puisque on sait tous que de très longue date, des échanges, des emprunts, des rejets aussi, des conflits, d'hégémonies se sont déployés entre divers pays d'Europe et entre nos deux pays, puisqu'on va essentiellement mettre l'accent sur ce qui se passe entre la France et l'Italie. Alors, Silvano Servide est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont un sur les pâtes avec Françoise Saban, que je salue particulièrement en tant que collègue avec qui j'ai pu aussi faire des soutenances de thèse, et qui est bien sûr la grande spécialiste mondiale, anthropologue de la Chine et du Japon, puisqu'on le sait, les pâtes ont voyagé depuis ces horizons très lointains. Je vais sans plus tarder donner la parole à Silvano Serventi, qui aujourd'hui, je crois, a choisi de développer cette histoire parallèle, les enjeux pour chacun de ces pays et les moments d'émergence de l'un ou de l'autre. Voilà, donc je crois, Sylvane, je me permets de vous appeler maintenant par votre prénom puisque nous avons fait connaissance, que vous aurez 15 à 20 minutes, puisque le but, c'est qu'on arrive ensuite à dialoguer, à poser des questions et à donner un petit peu d'espace aussi aux participants, au public. D'accord, voilà, bien. Merci Claudine et pour cette gentille présentation. Donc, je vais effectivement parler des rapports d'emprunt, etc., entre l'Italie et la France. Bon, si on écoute les Italiens, ils aiment à penser que l'Italie n'a pas de cuisine en général, mais elle est riche d'un vaste réseau de cuisine régionale, locale et même peut-être de villages. Les Français, eux, au contraire, je crois qu'ils s'intéressent plutôt en premier lieu à la grande cuisine française, à la haute cuisine, la cuisine des grands chefs, qui a fait sa renommée dans le monde entier. Moi, je pense que, en regardant bien l'une et l'autre des traditions, je pense que c'est pas si simple. Si on regarde, par exemple, ce qui se passe à l'heure actuelle dans la cuisine italienne, il y a de nouveau l'émergence d'un grand nombre de grands chefs en Italie, très réputés et reconnus dans le monde entier, qui proposent une haute cuisine à la manière française et qui se placent très très bien sur les concours internationaux. Du côté français, on ne parle jamais de cuisine régionale, mais la France est riche de cuisine régionale. Elle est aussi riche de cuisine régionale que l'Italie peut l'être. Sauf qu'on n'en parle pas. Mais moi, je pense qu'un Alsacien n'a pas les mêmes goûts et n'a pas les mêmes usages alimentaires qu'un Provençal ou qu'un Breton ou que quelqu'un du Sud-Ouest ou qu'un Basque ou d'un Basque. Donc, nous sommes là dans des discours dominants, mais qui n'ont pas de valeur définitive. Voilà. Donc, mon propos, ça va être de retracer un petit peu et de remettre un petit peu les choses en perspective, aussi bien pour l'Italie que pour la France. Donc, si on parle de l'Italie, je crois qu'elle a connu son âge d'or, la cuisine, la gastronomie italienne a connu son âge d'or à la Renaissance. À la Renaissance, qui est une période avec l'Antiquité où on voit justement se propager à travers toute la péninsule un art culinaire commun, servi par des professionnels qui peuvent servir dans une cour à l'autre et qui servent tous les cours princières et qui servent la haute société italienne, qui réfèrent au même goût alimentaire et aux mêmes valeurs gastronomiques. Donc, si on parle de cette époque, je crois que l'Italie, elle se distingue vraiment ne serait-ce que par la richesse de ses spécialités qui sont connues à travers toute la péninsule. Il y a en particulier un ouvrage d'un certain Hortensio Lando, qui est un Lombard et qui
invente un voyage imaginaire à travers toute l'Italie et qui lui permet de nommer les différentes spécialités de toutes les régions. Donc, il débarque, il vient de l'île de nulle part, hein, en référence à Thomas More. Il débarque en Sicile et il découvre avec merveille les macaronis au fromage et à la cannelle de Sicile. Ensuite, il passe sur la péninsule, il découvre la bonté du veau de lait de Sorrento. Ensuite, il cite les massepains de Sienne, le pain d'épices de Florence, les saucisses de Lucques, les saucissons à cuire de Bologne, le fromage de Plaisance, appelé aujourd'hui Grana Padano, comme vous le savez tous, les saucisses de Ferrare, les truites du lac de Côme, les dorades, les coquilles Saint-Jacques, les huîtres de Venise. Donc, à cette époque, on n'a pas, il y a sûrement beaucoup de spécialités en France et dans d'autres pays, mais elles ne sont pas recensées, elles ne sont pas valorisées telles que peut le faire un Hortensioland ou que l'on retrouve en Italie, parce que les connaisseurs, ceux qui dégustent ces produits, connaissent cela et savent de quoi ils parlent. Donc, en Italie, à cette époque, il y a les laboratoires d'élaboration du goût et d'élaboration de la gastronomie, et ce sont naturellement les cours princières, la cour pontificale, qui est la principale, sans doute le principal lieu de création, et les cours des cardinaux, qu'on appelle les cours cardinalistes. Donc, si on parle des cours princières, il y a la cour des Médicis à Florence, il y a la cour des Est de Ferrare, il y a la cour d'Urbino, au temps de Guidobaldo de Monferrato, dont Raphaël a fait le portrait et qui a servi de modèle à Baldassare Castiglione pour son livre Le Cortigiano, le courtisan. La cour pontificale, qui est sans doute la plus fastueuse d'Europe à l'époque. Et puis, il y a les cours des cardinaux. Avant le sac de Rome, en 1527, perpétré par les troupes de Charles Quint, il y avait 21 cours de cardinaux dans la capitale de la catholicité. Parce qu'ils étaient là, parce qu'ils avaient un rôle aussi diplomatique. Et donc, qui rivalisaient entre elles pour le faste gastronomique et pour les banquets qu'ils donnaient. Donc, en Italie, à cette époque, il y a un corps de cuisine, enfin de professionnels des services de bouche qui n'a pas d'équivalent dans les autres pays. Il y a les cuisiniers, bien sûr, qui sont très, très forts. Il y a les maîtres d'hôtel qui ont la responsabilité du service de bouche des grands. Il y a les écuyers tranchants qui sont capables de trancher et qui doivent faire l'essai pour vérifier si les mets ne sont pas empoisonnés. Et il y a les sommeliers. Donc, et bon nombre de ces professionnels ont écrit des ouvrages sur leur métier, qui fait de l'Italie aussi le principal pays de l'édition gastronomique de cette époque. Mais surtout, l'Italie de la Renaissance se distingue par la richesse de sa cuisine. Et je crois que même la France à l'époque, qui n'est pas le pays sauvage dont on dit toujours qu'on peut penser, mais elle ne peut pas rivaliser avec la richesse de la cuisine. Je ne peux pas dire que la cuisine italienne est meilleure que l'autre, mais je peux dire qu'elle est beaucoup plus riche, qu'elle est beaucoup plus renommée. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples pour montrer la richesse de cette cuisine italienne. Bartolomeo Rossetti, qui est le maître d'hôtel au palais de Ferrare, cite 227 noms de préparation de viande de bœuf, 227 dans son ouvrage, dans les menus. Et il ne donne pas de recette, bien sûr, mais en donnant le nom qu'il adresse au cuisinier, le cuisinier sait de quoi il s'agit et il connaît la recette. Donc, 227 préparations de bœuf, il n'y a pas l'équivalent dans les autres pays. Et surtout, il y en a 27 qui ne concernent que la langue de bœuf. 47, pardon. Il donne également 147 préparations d'esturgeon. 147 préparations d'esturgeon. Alors, c'était un poisson très prisé, parce que c'est un gros poisson, etc., que l'on pouvait pêcher à l'embouchure du pont. Donc, voilà, pour dire la richesse de cette cuisine. Bon, alors, ces professionnels formaient un corps de métier, hein, et ils étaient conscients de leur savoir.
un savoir partagé et qui était un savoir constitué, comme à l'heure actuelle, par exemple, pour la cuisine française fonctionne sur un savoir constitué. On forme des cuisiniers dans une telle perspective, ce qui n'était pas le cas jusqu'à très récemment pour la cuisine italienne. Et il y a des professionnels de ce service, justement, qui se vantent d'être les meilleurs du monde. Hein. Et ça, c'est aussi un signe pour montrer à quel point on peut être, non pas, parce qu'en écho, on n'a pas en écho s'ils sont renommés ou pas, mais eux pensent qu'ils sont les meilleurs. Parce que ce corps de métier est capable aussi d'organiser des banquets à la française, des banquets à l'allemande, des banquets à l'espagnol. Le pape voyage à travers l'Europe et donc ils sont capables d'organiser le voyage du pape avec deux équipes. Une équipe qui va à l'étape suivante préparer l'arrivée du pape, préparer son repas, etc. Pendant que sur le lieu même, l'autre équipe prépare le repas. Il y a aussi en Italie à cette époque des artisans de confiseurs qui sont parmi les meilleurs, les plus réputés en tout cas. Quelqu'un comme Nostradamus qui s'intéressait à ces questions fait un voyage en Italie pour aller voir ce que les Italiens sont capables de faire. Et il y a en particulier les confiseurs de Venise qui ne se contentent pas de créer des douceurs, mais il crée aussi ce que l'on appelle les triomphes, toute une statuaire sur des thèmes différents. Par exemple, ça peut être le thème de Neptune, hein, avec les monstres marins, etc. Ça peut être à l'honneur du prince, et ils vont faire des statues en sucre qui vont représenter la famille princière, etc., avec ces bannières. Et ces triomphes, ils viennent souvent à la fin du repas, à la fin du banquet, pour conclure le banquet d'une manière triomphale, entre guillemets. Donc ça c'est pareil. Et de Venise, ils sont en mesure d'expédier cette statuaire à travers l'Italie jusqu'à Rome pour justement comment dire, animer certains banquets organisés par la haute société italienne. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point l'Italie, à l'époque, est à l'origine de certaines modes. Et la diffusion des modes à travers l'Europe qui se fera un siècle plus tard. Par exemple, il y a une mode qui naît en Italie en association avec l'Espagne, c'est la mode du ber fresco, boire frais, qui s'accompagne également de la confection de glaces, de sorbets, d'eau aromatisée aux fruits ou aux fleurs ou de liqueurs, et qui viennent compléter les repas ou les collations de la haute société. Et en France, d'ailleurs, ces spécialités italiennes se diffuseront au siècle suivant, au XVIIe siècle, et on les appellera justement les eaux et les liqueurs d'Italie. Alors, le règne de l'apogée de la cuisine italienne dure tout le XVIe siècle, mais à partir du XVIIe siècle, c'est plutôt la France qui prend le relais. Et la France, c'est non pas sur l'entourage du repas, mais c'est sur la cuisine elle-même. Et toute une génération de cuisiniers va se révolter contre les principes de cuisine de leurs aînés, et ils vont décréter qu'une cuisine doit mettre en valeur le goût du produit. Et c'est Nicolas de Bonnefond qui l'explique très bien en disant: il faut qu'une soupe au chou ait le goût du chou, il faut qu'une soupe au navet ait le goût du navet. Il prend les choses les plus basses naturellement pour dire que le cuisinier doit exalter le goût de ses produits et non pas masquer les goûts par des sophistications avec des épices, etc. Et donc, c'est le grand chambardement de l'époque du XVIIe siècle qui a lieu au XVIIe siècle, à la moitié du XVIIe siècle, et qui va éliminer toute l'utilisation des épices. D'ailleurs, le prix des épices va s'effondrer à partir de là. Et en France, on n'utilisera plus que 4 ou 5 épices. D'ailleurs, c'est ce qui se passe encore à peu près à l'heure actuelle. Alors, mais la France, les cuisiniers vont
les cuisiniers français vont de génération en génération s'opposer à la génération précédente. Et ce qui fait dire que la tradition de haute cuisine française est une tradition très révolutionnaire parce qu'ils ne reprennent pas, ils n'apprennent rien, ne veulent rien apprendre de leurs aînés, mais ils refusent l'héritage de leurs aînés et ils veulent créer une nouvelle cuisine. Et donc, on va aller au long de l'histoire française, on va aller de nouvelle cuisine en nouvelle cuisine. Il y aura une nouvelle cuisine au XVIIIe siècle, hein, avec une nouvelle génération de cuisiniers qui va rejeter ce qu'avait fait la génération précédente. Il y aura une nouvelle cuisine au XIXe siècle, avec Carême, etc. Et puis, il y aura aussi une cuisine, nouvelle cuisine à l'époque d'Escoffier à la fin du XXe siècle, que l'on appellera plus tard, nous, la cuisine classique, contre laquelle vont se révolter les tenants de la cuisine, de la haute cuisine, de la nouvelle cuisine des années 70, avec comme porte-voix un peu la revue Goemio, qui sont révoltés contre les principes d'Escoffier, les nappages, les liaisons à la farine, etc. Et ont voulu justement alléger cette cuisine, redonner le goût du plat, de l'ingrédient principal, et ils ont épuré donc toute la présentation. On ne présente plus par plat, mais on présente par assiette, et on a cherché de l'esthétique très dépouillée japonaise. On s'inspire de l'esthétique très dépouillée japonaise. Voilà un petit peu le parcours de la cuisine française. Et donc, du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, c'est la domination complète de la cuisine française. La cuisine française, elle va dominer tout le XIXe siècle, et à partir de la fin du XIXe siècle, elle va dominer l'ensemble de la planète. D'ailleurs, quand le Japon s'ouvre à la diplomatie internationale, il fait venir un cuisinier français pour faire de la cuisine française à la cour de l'empereur du Japon, parce que, pense-t-il, les étrangers ne peuvent pas apprécier la cuisine japonaise. Donc, ce sera de la cuisine française. Et la cuisine française va se diffuser dans le monde entier à travers les palaces. Ce sera l'association très fructueuse de César Ritz, l'hôtelier suisse, génial homme d'affaires, avec Auguste Escoffier. Auguste Escoffier sera aux cuisines et Jean Ritz, lui, gérera les palaces. Et donc, l'idée, c'est de fournir le même confort et le même plaisir à tous les niveaux de bouche à cette clientèle richissime et très exigeante, pour lui offrir le même confort dont elle peut disposer dans ses propres demeures. Et je finirai donc sur l'émergence de la gastronomie. La gastronomie, évidemment, ça va être aussi un instrument de domination de la cuisine du modèle français de gastronomie, parce que elle naît en France, ça naît en France au début du 19e siècle, et le mot même est inventé par, il s'appelle Thomas Berchoux, je ne me souviens plus de son prénom, mais, il fait un long poème qui s'appelle L'homme des champs ou la gastronomie ou l'homme des champs à table, et à partir de là, le mot va connaître une réelle fortune, et sans le savoir, Berchoux va lancer un petit peu la mode de la critique gastronomique et de la littérature gastronomique. Et pendant tout le 19e siècle, le modèle de littérature gastronomique qui va avoir une fortune considérable va être la littérature à la française, c'est-à-dire qu'on va présenter et écrire sur le modèle français l'exaltation pour exalter les goûts alimentaires et les goûts gastronomiques. Voilà. Donc, ce règne de la cuisine française va durer jusqu'à la fin, aux années 90 du XXe siècle, jusqu'à ce que le cuisinier catalan Ferran Adrià invente ou lance la mode de la cuisine moléculaire, qui va connaître un succès phénoménal, qui va faire de son restaurant le lieu le plus recherché de tous les gastronomes de la planète.
Et ensuite, elle va connaître un certain déclin, la cuisine, à la suite de problèmes, justement, d'empoisonnement des clients. Et on voit réapparaître la cuisine italienne. Et à l'heure actuelle, c'est le règne de la cuisine italienne, mais qui se situe sur un autre registre. Il se situe sur le registre de la simplicité, de la qualité des produits, et de la modicité des dépenses. À l'heure actuelle, c'est le règne aussi de la classe moyenne. Et donc, la classe moyenne, on n'est plus dans cette idée qu'il fallait offrir le meilleur, le plus rare et le plus précieux. On est dans la réunion de jeunes gens qui se retrouvent au restaurant et qui, devant des plats très simples et savoureux quand même, vont déguster et savourer des bons vins. Et donc, c'est cette gastronomie-là, ce type de gastronomie-là, dont l'Italie est sans doute le représentant le plus célèbre à travers le monde, qui remporte tous les succès à l'heure actuelle. Et là-dessus est venu se greffer donc la renaissance de la haute cuisine italienne, parce que avec le développement économique de l'Italie qu'a connu l'Italie depuis les années 60, eh bien, on a retrouvé un certain goût de la dépense, aussi une certaine possibilité de la dépense. Et donc, il y a la création d'un certain nombre de grands restaurants en Italie. D'ailleurs, le restaurant, l'Osteria Francescana de Modena, de Massimo Bottura, a remporté plusieurs fois, il a été nommé plusieurs fois le meilleur restaurant du monde, au classement lancé par San Pellegrino. Donc, et à l'heure actuelle, beaucoup de cuisiniers italiens qui, pendant les années précédentes, venaient se former en France parce qu'ils trouvaient qu'en France, il y avait une véritable école avec de la rigueur, etc. Maintenant, les jeunes générations peuvent se former en Italie parce qu'il y a tout un réseau de grands restaurants où les jeunes chefs peuvent se former à la manière donc du circuit qu'on peut faire en France, que les cuisiniers peuvent faire en France auprès des restaurants. Et donc, nous sommes à l'heure actuelle, à l'époque du grand succès de la cuisine italienne. D'ailleurs, des sondages de TripAdvisor, par exemple, a classé auprès des Européens, disent que la meilleure cuisine, la cuisine qu'ils préfèrent, que les gens de tous les pays d'Europe préfèrent, la cuisine étrangère qu'ils préfèrent, c'est la cuisine italienne. Ils ne parlent pas de la cuisine française, ils ne parlent pas parce que c'est justement une cuisine bon marché, simple, savoureuse et qui permet une convivialité décontractée. Voilà. Cher Sylvano, merci pour ce tour d'horizon, effectivement qui invite à un certain nombre de questions. Je pense que Denis Saillard va répondre à sa manière tout à l'heure dans son intervention, mais ça n'empêche pas de parler tout de suite. Ce que je retiendrai de tout ce que vous avez dit, c'est effectivement des périodes, des moments forts de l'hégémonie d'un pays par rapport à un autre. Et effectivement, vous avez bien marqué comment la Renaissance peut être considérée comme l'âge d'or de la cuisine italienne, avec ses quantités de spécialités. Déjà, c'est intéressant parce que la notion même de spécialité, on y reviendra peut-être tout à l'heure, elle est fondamentale pour définir une cuisine d'un point de vue identitaire, que ce soit à travers une région ou ensuite à travers une nation. Et je pense que c'est là aussi l'un des objets de recherche de Denis Saillard, que cette émergence de spécialités à la fois nationalisées, alors même qu'elles viennent parfois d'une région. On y reviendra aussi. Alors, quand même, ce qui me frappe un peu, c'est que tout ce que vous avez dit, en tout cas dans la première partie, concerne les cours princières, les cours cardinalistes, les cours pontificales, et tout cela, on le sait par la littérature, puisque la cuisine, la gastronomie, c'est pas que de l'oral, c'est beaucoup d'écrits, c'est des sources écrites extrêmement variées et nombreuses.
mais qui sont socialement aussi très marqués. Exactement. C'est-à-dire que ça s'adresse à une élite sociale. Ce que vous avez évoqué, que ce soit les présentations monumentales, les décorations culinaires qu'on faisait dans les grands banquets aristocratiques, me fait penser à ce qui était le cas de la France, décalé certainement au XVIe et XVIIe siècle, où on voit émerger une cuisine aristocratique. Cette cuisine aristocratique, elle va progressivement perdre de sa prégnance. Et là, je pense à ce magnifique ouvrage de Jean-Paul Aron, Le Mangeur du XIXe siècle, qui montre comment à cette cuisine aristocratique va succéder le règne de la bourgeoisie, règne d'une cuisine bourgeoise en France, là on est en France, mais qui va durer jusque... Ah, vous l'avez, très bien, voilà, c'est la Bible, c'est un ouvrage extraordinaire, je pense que c'est la Bible des anthropologues, des historiens, des sociologues, puisque Jean-Paul Aron a su avec aussi beaucoup d'humour et de talent, montrer cette frénésie qui s'est emparée de la France pour une nouvelle forme de cuisine. Mais n'oublions pas que Grimaud de la Reynière, qui est antérieur, bien sûr, qui est deuxième moitié du XVIIIe siècle, avait développé, lui, une cuisine aristocratique, mais déjà on voit le basculement dans ses travaux. Il y a une lettre célèbre de Grimaud de la Reynière à son ami Rétif de la Bretonne, dans laquelle il évoque les plats qu'il a pu déguster au cours de ses voyages, et on sait effectivement que déjà émerge en même temps une cuisine régionale. Donc, moi, la question que je me pose et que je voudrais vous poser, peut-être à l'un ou l'autre, c'est comment on peut même parler de cuisine? Comment est une cuisine? Est-ce qu'on peut parler d'une cuisine italienne et d'une cuisine française? Oui, aujourd'hui, ou à des moments très, très, très bien marqués dans le temps. Mais comment émerge cette cuisine? De quoi elle est faite? Je pense qu'il faut distinguer entre le discours, ce que l'on met en avant, qu'un pays met en avant, et la réalité. Effectivement, si l'on parle de l'histoire de la gastronomie française, jusqu'à Balzac parle aussi des spécialités. Il dit qu'on peut manger beaucoup mieux dans des villes de province qu'à Paris. Mais je crois que le discours dominant est toujours sur la haute cuisine. On se représente, en France, on se représente comme vraiment les champions de cette cuisine qui est faite pour une toute petite élite et qui concerne les produits les plus rares, les produits les plus précieux, et qui sont mis en œuvre par des grands professionnels. Les Italiens, depuis le XVIe siècle, alors qu'au XVIe siècle, ils étaient un peu sur le même registre que les Français, depuis le XVIe siècle, ont abandonné cette idée. Parce qu'ils se sont fait aussi écartés par la grande puissance de la cuisine française qui est réputée partout. En Italie, les aristocrates ne veulent plus manger que si c'est cuisiné par un cuisinier français. On dit, il y a un auteur qui parle de quello voleva vivere franciosamente in tutto, hein, il voulait vivre à la française de toute manière. Donc, il y a ces modes qui existent, et puis le modèle supérieur descend, se diffuse au modèle inférieur. Et en France, on peut dire que la cuisine bourgeoise a hérité un peu, en écartant tout ce qui était le luxe, etc., mais a repris les techniques et les procédés de la haute cuisine. Par exemple, si on prend quelqu'un comme Madame Saint-Ange, qui avait fait ce livre absolument extraordinaire dans les années 30, qui était une professeure de cuisine, elle vous explique comment faire un pot-au-feu, par exemple, ou quelque chose, mais ce sont des procédés de professionnels. En Italie, ce sont des amateurs qui font des livres de cuisine. C'est Suor Germana, par exemple, une sœur. Moi, je ne vois pas en quoi une sœur peut être qualifiée pour faire de la cuisine, plus que qu'une dame. Donc, c'est plutôt une cuisine de famille qui est simple,
à mettre en œuvre, qui n'est pas très élaboré, qui va pas, mais qui justement convient à l'idée que l'on se fait en Italie de la gastronomie. Et les Italiens, certains intellectuels ont comparé, parlent toujours de cucina povera, en référence peut-être à l'arte povera. Ça, je n'ai pas pu faire exactement le lien, mais je pense que d'une manière un peu pédante, on fait référence à l'arte povera, la cucina povera, en parlant de la pizza et d'autres plats très très simples comme la panzanella, etc. Mais si on pense exactement à la pizza, par exemple, ce n'est pas un plat de pauvre, parce qu'il faut un four. Et les pauvres, surtout là où elle est née à Naples, les qui vivent dans les immeubles, n'ont pas de four. Il faut aller cuire la pizza au four du quartier. Et donc, c'est un plat particulier qui, disons, du dimanche en quelque sorte. Ce n'est pas le plat pauvre commun de tous les jours. Et là, il y a vraiment une fausse approche qu'il y a en Italie de dire qu'on met en valeur les plats pauvres qui ne sont pas en réalité des plats qui requièrent ils requièrent beaucoup de moyens pour les produire. Justement, il n'y a pas de cuisine régionale de cour parce que les cours italiennes vivent sur un faste absolument incroyable. Et elles rivalisent entre elles sur le faste de leur table, sur le faste, un peu à la manière française. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont servies par un corps de métier, qui sont les champions des métiers de bouche, les cuisiniers, les maîtres d'hôtel, les écuyers tranchants, qui peuvent passer d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une cour à l'autre, parce qu'ils ont le métier. C'est comme un cuisinier français qui peut très bien aller travailler dans un grand restaurant à Toulouse ou à Monaco, en utilisant, peut-être en adaptant un peu à l'heure actuelle, parce que c'est un peu la mode, sur les principes de la cuisine locale, mais il va utiliser son savoir-faire. Et son savoir-faire, pour lui, il est irremplaçable, comme d'ailleurs pour les grands chefs français. Les grands chefs français, ils font un circuit, et ils commencent à 15 ans, enfin, maintenant peut-être un peu plus tard, mais et ils apprennent, ils vont dans les différents restaurants pour apprendre les techniques de tel ou tel grand chef qui est leur prédécesseur, etc. Et puis, ils vont, à partir de là, ils vont créer leur propre cuisine. Parce que quand on parle des grands chefs à l'heure actuelle, on parle aussi de cuisine signature, c'est-à-dire que si on va chez Bottura à Modène, on ne va pas chez Bottura pour manger de la cuisine italienne, on va chez Bottura pour manger la cuisine de Bottura. Hein, comme on va chez un grand cuisinier français pour manger sa cuisine, et non pas de la cuisine régionale française ou de la cuisine française en général. Merci. Donc, moi, j'ai quelques images à vous montrer. Je suis sur les mêmes problématiques que Silvano, pas sur la même période. C'est beaucoup plus facile pour moi parce que, comme vous le voyez, je me suis contenté d'un siècle seulement. Et en plus de la ville de Paris, quand même, bon, hein, je n'oublie pas que même si physiquement, moi, je suis à Paris, la société Dante est à Toulouse, donc j'aurais pu parler, mais par manque de temps, je ne pourrais pas le faire, mais quand même un petit clin d'œil à Toulouse, parce qu'il y avait un très grand café fondé par un Italien, hein, Albrighi. Donc sur cette photographie, vous voyez cette carte postale Belle Époque, et vous voyez d'autres photos qui étaient importantes. Donc il était à la fois café, restaurant, glacier. Les glaciers ont apporté en fait hein, les glaces, le chocolat, le café à Paris, à la France. Hein, donc c'est extrêmement important. Et donc on voit ça dans les grandes villes de province française, dont Toulouse.
Et le café-restaurant Albrigui, vous voyez, faisait face à un autre grand café qu'on appelait donc le les cafés américains, et il y avait une sorte de concurrence entre les deux. Donc voilà, c'était le Toulouse de la belle époque, mais je vais être obligé hein, de me concentrer sur Paris, alors que j'aurais pu parler aussi de Lyon, hein, de Marseille. Il faudrait également passer par la Lorraine, hein, quand on parle aussi des migrations italiennes, mais bon. Et donc, aussi, j'aurais pu appeler cette communication, au lieu de dire des restaurants italiens, ce qui m'intéresse, c'est la notion de franco-italien qu'on voit sur les façades des restaurants. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Qu'est-ce que c'est exactement le franco-italien? Et donc, je vais faire le petit exposé là en 4 temps. Vous voyez, j'appelle ça réduction, migration, fusion, point d'interrogation. C'est une fusion entre la cuisine italienne ou les cuisines italiennes et les cuisines françaises. Et enfin, donc, une petite conclusion sur les triangulations. Là où je parle vraiment de la question du franco-italien, c'est en fait dans la troisième partie. Hein, une partie ne sont pas du tout égales. C'est la question de la fusion. C'est vraiment la partie que je vais développer. En fait. Réduction et migration, c'est quasiment mon introduction. Là voici. Les réductions, pourquoi? Ce n'est pas du tout que les cafés glaciers donc, qui viennent en France d'origine italienne ne sont pas importants, bien au contraire, hein, je viens de le dire, avec donc, le premier, Procope, sicilien, qui ouvre son café du côté de Saint-Germain, près de la place de l'Odéon, un cours Saint-Germain exactement, en 1686, très très important, ça donne tous les cafés glaciers parisiens du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, ça donne les réunions des philosophes, hein, Voltaire, Rousseau, Diderot, au café Procope et d'autres cafés. Ça donnera au début du XIXe siècle, Consulat, Empire, Restauration, Monarchie de Juillet, les grands cafés glaciers italiens du boulevard des Italiens, hein, comme Tortoni. Donc c'est extrêmement important. Mais je veux dire, c'est une réduction historique parce que c'est relativement connu, comme est connue la deuxième partie dont je ne parlais quasiment pas, donc la partie, on va dire, pizzeria, c'est-à-dire la mondialisation, vous voyez, à partir des années 1950, 60, 70, où les restaurants italiens, les pizzerias italiennes envahissent, on peut dire, la planète entière. Et ça, c'est extrêmement connu. Et donc, voilà. Quand on parle donc d'influence italienne en France, bien sûr pour les siècles dont je parle, c'est-à-dire 18e, 19e, 20e, hein, je ne parle pas de la Renaissance dont a parlé Silvano, mais on réduit un peu quand même l'influence italienne à ces deux facteurs-là. Hein. Donc les cafés glaciers, fin 17e, 18e, puis début 19e, et puis donc la grande mondialisation, je veux dire, des restaurants italiens, des pizzerias italiennes, à partir des années 1950. Donc voilà, le Procope, hein, je vous en ai parlé, très bien, Tortoni. Et puis donc, les pizzerias, les années 50, par exemple, il y en a des centaines, hein, des milliers dans toutes les capitales du monde, pas seulement les capitales, hein, dans toutes les villes du monde, même des petites villes. La spécialiste hein, de cette mondialisation de la pizza, c'est notre collègue, hein, Sylvie Sanchez. Hein, donc, il y a 2 éditions de son travail. Donc, aujourd'hui, je ne parle pas du tout de ça. Hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, hein, mais je vais plutôt parler de ce qu'on oublie de manière plus générale. Et comme j'en suis à parler de la bibliographie, quand même également, il y a une autre étude sur Bruxelles, hein, donc qu'on trouve en ligne. Donc, si vous tapez, vous voyez ces termes-là, Food and History, le nom de l'auteur, hein, Gaël Van Ingelgem, mais elle parle un petit peu hein, du 19e siècle, mais son étude, elle a surtout étudié finalement plutôt à partir des années 1950. Hein. Donc, ces parties-là, chronologiques, je n'en parle pas du tout aujourd'hui. Et j'ai plutôt donc insisté sur la notion d'autres restaurants et donc du franco-italien qui est lié à la grande vague migratoire en fait du 19e siècle, bien qu'il y ait des Italiens évidemment qui sont venus en France avant, hein, l'exemple typique étant le chien Procope, hein, fin 17e. Et il y a un ouvrage très très récent hein, qui s'appelle Ciao Italia, une grande exposition. Il y en a 2, hein, il y a celui-ci, hein, italien, 150 ans d'émigration en France ailleurs, qui a été dirigé par notre collègue de Toulouse d'ailleurs, hein, Laure Tellière. Et puis le catalogue d'exposition dont je vous parlais, hein, au musée de l'histoire de l'immigration, Ciao Italia. Donc c'est un phénomène bien connu qui est presque contemporain de l'unité italienne, hein, la grande vague de migration, pas seulement vers la France, mais bien entendu vers les États-Unis, vers l'Amérique du Sud,
est pratiquement contemporaine de l'unité italienne 1860, même si, bien entendu, il y a eu des vagues précédentes. Mais au point de vue quantitatif, les grandes vagues d'immigration, c'est les années, on va dire, 1860 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors, en France, ces Italiens de cette grande vague 1860-1939, on va dire, ce sont en grande partie des Italiens d'origine populaire. Hein, donc, et c'était très étudié par Pierre Misat, par Marie-Claude Blanchet-Léard. Et on a également pas mal de témoignages de gens qui sont devenus célèbres. Le plus célèbre, sans doute, enfin le livre qui relate le mieux cette arrivée des Italiens, leur développement dans le Paris de la banlieue Est, donc en particulier du côté de Montreuil-sous-Bois et de Nogent-sur-Marne, c'est évidemment l'ouvrage de Cavana, l'Héritage. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des restaurants italiens, mais donc plutôt franco-italiens? Oui, c'est pas une invention. Sur la carte postale, c'est pas moi qui l'invente. D'abord, c'est cette immigration italienne, donc plutôt populaire, qui va surtout s'implanter à Paris, donc dans cette année 1939, de la gare de Lyon, puisqu'on arrive à la gare de Lyon, jusque donc, disons, Faubourg Saint-Antoine, la rue de Montreuil, Montreuil-sous-Bois, Nogent-sur-Marne. Et donc, on a toute une série de restaurants italiens, franco-italiens, le long de ce chemin, hein, de la gare de Lyon jusqu'à Nogent-sur-Marne, voire un peu plus loin dans la banlieue Est. Donc, vous voyez, par exemple, le restaurant Ferrero, franco-italien, plutôt de, pas le luxe, mais enfin, d'un certain standing quand même, mais d'autres beaucoup plus populaires. Vous voyez, celui-ci qui est Faubourg Saint-Antoine. On voit d'ailleurs que les familles italiennes se rachètent. Vous voyez, là, il y a eu un événement en 1924. Geninati a repris Scavino. Hein, donc, vers 1924, on voit que c'est un petit restaurant. Voilà, on en a donc en banlieue, ici à Montreuil-sous-Bois, le restaurant Tosi, qui a été étudié par Madame Blanchet-Léard, où il y a également un restaurant, mais ce n'est pas tout à fait un restaurant. Vous savez, tous les commerces d'alimentation, en fait, hein, les produits alimentaires italiens, ici, c'est à Nogent-sur-Marne. Et puis, ça s'étend. Par exemple, pour les noces et banquets, on est toujours dans la banlieue Est, mais à Montfermeil. Hein, donc, ce n'est pas les restaurants italiens, en fait, essaiment un peu partout. Et donc, dans cette immigration italienne, je reviens plutôt sur ceux plus populaires, on a donc à l'origine, dans les années 1860, 70, 80, dans ces restaurants, alors plutôt italiens, les commerces alimentaires italiens, la clientèle est d'abord, dans la première génération, on va dire, quasiment uniquement italienne. Il n'y a pas vraiment de... Je ne parle même pas de la fusion de la cuisine française et italienne, mais la clientèle est vraiment italienne. C'est des restaurants, comme on appellerait, je dis vite parce que j'aime pas tellement ce terme, hein, mais plutôt aujourd'hui, on appellerait ça plutôt des restaurants communautaires. Et puis, peu à peu, plus les décennies passent, plus les années passent, des Français, plutôt donc des classes populaires d'abord, poussent la porte et puis vont découvrir ces produits italiens. Mais c'est donc un phénomène qu'il ne faut absolument pas oublier. Hein, ne pas seulement parler des cafés glaciers et puis des pizzerias des années 50. Bien avant, on a eu peu à peu, hein, dans ces quartiers populaires parisiens, de la banlieue parisienne Est, on a eu cette découverte, donc pas tout à fait à l'origine, mais plus les décennies passent, plus des Italiens commencent à aller dans ces restaurants, et donc ces restaurants commencent à mettre en façade les deux noms, hein, franco-italiens. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une fusion? Voilà ma partie principale. Est-ce qu'il y a une fusion, finalement, dans ces restaurants italiens, d'abord, puis franco-italiens, entre la cuisine italienne, les cuisines italiennes, toutes ces cuisines régionales, en fait, et des cuisines françaises, où on peut dire quasiment la cuisine parisienne. La cuisine parisienne étant, en fait, une synthèse de toutes les cuisines régionales françaises. Je n'ai pas trop le temps de l'expliquer, mais mon cuisinier français favori de l'époque n'est pas Escoffier, hein, mais qui est Prosper Montagnier, d'origine carcassonnaise pourtant, donc occitane, donc de culture même vraiment méridionale française, parlait, lui, de la cuisine, quand il parlait de cuisine française, il parlait de la cuisine parisienne comme résultante, comme synthèse de toutes les cuisines régionales. Mais il parlait d'une cuisine, en fait, parisienne, qui finalement était un peu, dans son esprit, hein, sans doute, hein, d'une certaine manière supérieure aux cuisines régionales, ce qui peut évidemment se discuter. Alors, vous voyez ces restaurants, hein, celui-ci près des Halles, qui donc n'est pas vraiment dans les quartiers migratoires italiens traditionnels, mais qui sont dans les grands, tout le quartier des Halles centrales, les quartiers des grands boulevards,
c'est là où il y a la plus grande concentration de restaurants à Paris. Donc les Italiens vont également essaimer dans ce quartier et on voit donc ce panneau, ces panonceaux franco-italiens. Mais il y en a beaucoup d'autres, vous voyez, Grossi, Passage Choiseul, toujours dans ce quartier des Grands Boulevards, lui aussi se nomme restaurant franco-italien. Donc vous voyez, est-ce qu'il y a eu une fusion entre une cuisine plutôt française, je prends les légumes par exemple, donc à gauche, vous voyez bien ce qui est réputé français, couper les légumes en julienne, et puis des plats plus italiens. Vous voyez, les aubergines, là, qui ne vont pas tarder, je pense, sur la photographie, là, à être à la parmigiana, à la parmesane. Ils ne sont pas encore, visiblement, le parmesan n'a pas été encore mûr, ou alors il est déjà braisé. Enfin bon, bref. Est-ce qu'il y a eu une fusion entre ces deux types de cuisine? Alors, première remarque, mais là, je n'insiste pas parce que Silvano en a parlé, à partir du XVIIIe siècle, même peut-être un petit peu déjà avant, hein, fin XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe c'est sûr, la haute cuisine française, je parle vraiment de la cuisine aristocratique, la cuisine des élites, prend le pas sur toutes les autres cuisines du monde. Et ça a été donc très bien écrit par ma collègue américaine, hein, sociologue, décédée malheureusement il y a 2 ans, Priscilla Ferguson, donc dans son livre pas traduit ni en français ni en italien, c'est vraiment dommage, c'est un très très grand livre, Accounting for Taste, et son sous-titre surtout, hein, Le triomphe de la cuisine française, mais c'est le triomphe dans la haute cuisine internationale. Les chefs français s'exportent partout et ça dure jusque à la mondialisation d'aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'aux années, on va dire, 80-90, 1980-90, où on sait bien, hein, la cuisine française aujourd'hui, la haute cuisine française, est concurrencée par la cuisine italienne, la cuisine coréenne, chinoise, thaïlandaise, etc. etc. Je ne l'aurais pas cité, hein, l'autre livre, hein, c'est un livre collectif, hein, je n'ai fait que le co-diriger avec Françoise H. Pissette, des articles de collègues très très célèbres, beaucoup plus célèbres que nous, hein, Pascal Horry, qui vient d'entrer à l'Académie française, il y a Priscilla Ferguson dans ce livre, et qui décrit, hein, cette espèce de, comment dire, de mainmise, de sentiment de supériorité des Français de manière générale sur les autres cuisines du monde, et qui s'accompagne donc d'une sorte, hein, il faut bien appeler un chat, une sorte de mépris pour les autres cuisines. Et donc à Paris, les autres cuisines ont du mal à prendre le devant, parce que la cuisine française est tellement réputée, les Français ont tellement conscience, on leur a tellement répété depuis le XVIIe, XVIIIe siècle qu'ils avaient la meilleure cuisine du monde, ils ont fini par le croire. Donc les autres cuisines sont méprisées, et en plus, les cuisines françaises, il y a quand même des cuisines régionales, par exemple les cuisines alsaciennes, d'autant plus qu'en 1900, il est quand même question de récupérer l'Alsace-Lorraine qui a été annexée par les Allemands, les Prussiens en 1870. Et puis la France également fait la promotion non seulement de sa haute cuisine qui domine le monde à l'époque, c'est vrai, mais aussi de sa cuisine coloniale. On voit ici 1931, l'exposition coloniale. Alors, qu'est-ce qui reste pour les autres? Pas grand-chose. À l'occasion, par exemple, des expos universelles, 1889, 1900 ici, certains restaurants donc, de cuisine étrangère, comme le viennois, arrivent à se faire bien voir par les Français. C'est assez étonnant, le viennois, c'est toute la culture germanique, mais c'est le restaurant qui a le plus grand succès, restaurant étranger, que le plus grand succès à Paris. L'italien passe quasiment inaperçu dans cette exposition 1900. Mais quand même avant les grandes expositions universelles et même avant la grande vague migratoire italienne à partir des années 1860, il y a eu une immigration italienne plutôt d'élite, des milieux d'affaires, dans le centre de Paris, là où il y avait la bourse, il y avait le grand centre, on va dire, névralgique, on va dire économique, mais aussi, vous savez bien, le centre culturel avec tous les théâtres, l'opéra, etc., l'opéra comique, avec là aussi une influence italienne évidente, raison pour laquelle un de ces grands boulevards, ce qu'on appelle les grands boulevards, hein, de la Madeleine, l'opéra, jusqu'à la Bastille, parfois on fait aller jusqu'à place de la République, place de la Bastille, bon, les grands boulevards, dont le boulevard des Italiens, hein, qui s'appelle comme cela, avec la présence des théâtres. Or là, ça a été étudié dans ce livre, hein, qu'on trouve sur Internet. Donc, tapez sur Internet, vous aurez cet article, hein, de Michel Dreyfus sur cette immigration italienne, donc plutôt de milieu d'affaires, des gens relativement aisés, hein, et donc qui s'intègrent dans le milieu parisien, dans ce quartier donc, des grands boulevards,
Et il étudie donc ces notables. Il parle un peu des restaurants, mais moi je vais parler des restaurants donc au point de vue de la cuisine évidemment. Le plus célèbre de ces restaurants dans les grands boulevards, qui a la plus grande longévité aussi, c'est le restaurant qui est juste à côté de l'Opéra Comique, qui s'appelle donc Pocardi. Je pense que Francesco Pocardi, le fondateur, était plutôt d'origine génoise, mais vous allez voir, ça ne se sent pas dans ses menus. Il a des menus vraiment d'un peu de toute l'Italie, y compris d'Italie méridionale, hein, napolitaine ou sicilienne. Et en fait, il a 3 restaurants, hein, comme vous le voyez ici, 3 restaurants dans ce quartier des Grands Boulevards, rue Favard, donc à côté de l'Opéra Comique, tout près sur le boulevard même des Italiens, et à proximité de la bourse, entre les Grands Boulevards et la bourse, rue Saint-Marc. Et il se présente, vous voyez, sur cette carte postale des années 30, même un petit peu peut-être postérieure d'ailleurs, il se présente comme le plus parisien des restaurants italiens. Parce que finalement, ces restaurants franco-italiens, d'une certaine manière, bien entendu, ils sont très italiens dans leur cuisine, on va le voir tout de suite dans les menus, mais Paris, c'est quand même la ville lumière à cette époque-là, comme les cafés glaciers, Procope et les autres, Belloni, Tortoni, etc., ils sont devenus finalement plus de culture parisienne que de culture italienne. Vous voyez, il y a une espèce d'esprit parisien, ce n'est pas du tout un esprit là, de domination, mais c'est qu'il y a, on va dire, une acclimatation des étrangers qui réussissent à Paris, et ces étrangers se présentent d'abord comme des Parisiens. Vous voyez, Paris comme la ville lumière internationale. Vous voyez, ce n'est pas tellement français. C'est une ville cosmopolite. Il y a tout ça, vous voyez, dans la notion de franco-italien et de parisien. Pocardi, il est tout dans les publicités, dans les journaux, on le voit un petit peu au centre, vous voyez, un peu sur la droite ici. C'est toutes les publicités, oui, il est vraiment très très bien intégré. Le décor est pas mal du tout. Vous voyez, ça c'est son grand restaurant du boulevard des Italiens, avec une grande entrée, vous voyez, une entrée un peu monumentale, avec, là c'est l'entre-deux-guerres, vous voyez les voitures. Ça c'est celui de la rue Favard qui fait l'angle. On peut encore aujourd'hui entrer chez Pocardi, qui n'existe plus, mais l'actuel restaurant qui s'appelle Les Noces de Jeannette est dans une partie de Pocardi. Les Noces de Jeannette, c'est pas Pocardi, donc je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc, vous voyez, quand on voit dans Les Noces de Jeannette, je ne fais pas de publicité, encore que ça soit plutôt un bon restaurant, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, si vous y entrez, c'est pas mal. Oui, l'intérieur, donc, et c'est surtout à l'étage des Noces de Jeannette qu'on retrouve à peu près le décor de Pocardi. Donc, on peut encore retrouver Pocardi, mais sans la cuisine franco-italienne. On a plein de documentation sur Pocardi, vous voyez, avec plutôt la bonne société. C'est un restaurant, on va dire, de luxe, entre guillemets. C'est pas la cuisine paysanne italienne. Hein. C'est une cuisine, on va dire, déjà par rapport à ce dont parlait Silvano, c'est une cuisine qui se veut déjà un peu une haute cuisine italienne, entre guillemets, parce que quand on regarde la carte, vous allez voir que quand on connaît bien la cuisine italienne, ce sont en fait des plats d'origine plutôt populaire. Hein. Ce que vous disiez, hein, Madame Bazas, c'est bien ça la question de ces va-et-vient entre cuisine d'élite, cuisine aristocratique et cuisine populaire. Oui, donc c'est assez luxueux comme décor. Il y a un bar, évidemment. Et puis, on a aussi une documentation sur les cuisines. Attention aux dimensions hein, dans cette documentation, souvent exagérée. Hein. Je pense que les cuisines étaient peut-être un petit peu moins hautes. Enfin bon, bref. Il y a aussi les cuisines, enfin, il y a tout le service. C'est vraiment un restaurant qui marche très, très bien. On a aussi, très important, on a de la documentation sur la plonge. Hein. Oui, c'est mécanisé, avec des courroies, etc. Parce qu'il y a une telle clientèle qu'il faut aider les pauvres plongeurs. Donc, il y a aussi une mécanisation. Et puis, il y a toute l'histoire de l'approvisionnement, tous les produits qui viennent d'Italie et puis d'ailleurs, des provinces françaises. Il y a toute une publicité qui est faite avec ces éventails. Ça, j'avais choisi pour ma diapositive d'entrée. Puis voilà, la bonne société, ils font de la publicité à la grande foire de Dijon, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la carte qu'on voit ici sur cette affiche? Alors, je vous montre, ben là, je vous laisse un petit peu plus longtemps. Ça, c'est les plats du jour. Et effectivement, même si la cuisine, quand on regarde, je veux dire, le menu complet de Pocardi, il a également des plats français, mais français vraiment franco-français, des spécialités même toulousaines. On a parfois des cassoulets toulousains. Donc, mais dans les plats du jour, c'est des plats italiens, et vous voyez qu'ils viennent un peu plutôt de la moitié nord, hein, mais pas uniquement.
Donc, il y a le poulet à l'américaine aussi qui est un petit peu curieux, mais ça, je vous en parlerai dans ma conclusion. Et donc, vous voyez, c'est pas spécialement milanais, hein, vous avez la bacala, donc ça me fait penser à une chanson de Nino Ferrer, évidemment, c'est plutôt donc piémontais. Donc, vous voyez, plusieurs spécialités, mais qui, je pense, hein, vous voyez, à l'origine, sont plutôt des plats populaires. Après, évidemment, faudrait savoir, ça c'est difficile à le savoir, hein, comment exactement c'est cuisiné. Et là, on a peu de documentation. Il faudrait prendre la machine à remonter le temps, entrer chez Pocardi et déguster vraiment ce qui était dans les assiettes. Mais pour en finir avec Pocardi, plus les années passent, plus la carte de Pocardi se francise, en fait. Ça devient de moins en moins un restaurant italien. Vous voyez ces deux menus, 1919 et 1937. Bon, le menu qui n'est pas, c'est un menu de choix, on va dire, mais il y a également d'autres plats italiens sur la carte. Mais on voit quand même une tendance, hein, à la francisation de plus en plus nette chez Pocardi. Voilà. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a un restaurant qui est extrêmement intéressant, qui est le restaurant donc, Zucco, restaurant encore une fois franco-italien. Même la graphie, je vais vous montrer un peu plus en détail l'image. Mais d'abord, oui, c'est déjà tapé à la machine en 1911, hein, pourtant c'est bien la belle époque. Et vous avez beaucoup de spécialités italiennes, mais plutôt populaires, hein, pour moi. Vous voyez, poulet à l'italienne, bon, c'est quand même assez vague. Beaucoup de pâtes, évidemment, hein, spaghetti, tagliarini, risotto milanese, mais c'est pas forcément fait comme à l'autre cuisine. Il faudra encore voir comment c'est cuisiné. Vous voyez que les menus sont assez jolis, hein, je trouve, avec la symbolique franco-italienne, vous voyez, sur la droite, la francisque française, vous voyez, héritée de la Révolution, et le monogramme RF, et puis la croix de Savoie, hein, pour les armes de Savoie, hein, donc le roi d'Italie, les voiles latines. On voit sans doute, hein, que Zucco est d'origine napolitaine. Bien. Mais dans sa carte, eh ben, c'est pas seulement napolitain. Regardez, ravioli à la piémontaise, tripe à la génoise, etc., etc. Et également, j'en parlerai dans ma conclusion très rapidement, dans quelques instants, également des plats qui ne sont pas du tout italiens. Vous voyez, le lundi, couscous, hein, écrit avec une orthographe qui nous surprend un peu, hein. Donc, au déjeuner, on a du couscous, mais bon, le plat du jour est quasiment toujours, sinon, on va dire, italien tout de même, hein. Même si dans la carte, on peut, là aussi, chez Zucco, manger des plats français. Donc, on est bien dans le... Et oui, le mardi, hein, Toulouse est bien à l'honneur. Je vous l'avais dit pour Pocardi, mais c'est en fait chez Zucco qu'on a le cassoulet toulousain. Donc, vous voyez, une spécialité régionale française dans un restaurant italien, mais en fait plutôt franco-italien. Voilà. Je passe rapidement pour arriver à ma conclusion, hein. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vous passe rapidement quand même parce que c'est des très belles images. Je n'ai pas encore cité ma source, hein. Tous ces menus que je vous montre là, et cette documentation est magnifiquement conservée et documentée à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc c'est magnifique et les bibliothécaires ont fait d'ailleurs un travail de romain, on peut le dire, pour dater, hein. Si je vous montre les dates, vous voyez, 1902 ici, si le bibliothécaire n'avait pas marqué 1902, moi j'aurais eu beaucoup de mal, j'aurais dit belle époque, mais j'aurais eu du mal vraiment à donner l'année. Donc l'autre restaurant, vous voyez, qui est Passage de l'Opéra, qui s'appelle parfois au Dôme de Milan, qui est donc le restaurant Arrigoni. Ce Passage de l'Opéra qui n'existe plus, hein, c'est pas l'Opéra Garnier, c'est l'opéra du début du 19e siècle, qui était l'opéra Le Pelletier, toujours donc, dans le quartier du boulevard des Italiens. Et donc Arrigoni, jusqu'en 1925, date à laquelle le passage est détruit, eh bien, Arrigoni a un restaurant plutôt de luxe, hein, comme Pocardi. C'est un des très bons restaurants pendant plus de 20 ans de Paris. Vous voyez l'intérieur de chez Arrigoni. Ce qui m'intéresse, donc, vous voyez que ce n'est pas vraiment une cuisine, donc, pour répondre à la question, ce n'est pas vraiment une cuisine fusion. On a plutôt les plats italiens d'un côté et les plats français, soit régionaux, soit parisiens de l'autre. C'est peu à peu seulement, je pense, que les cuisiniers, mais là il faudra une autre documentation, vont s'inspirer, les Italiens vont s'inspirer des Français, les Français vont s'inspirer des Italiens, mais ce n'est pas sur la carte qu'on doit s'en rendre compte. Donc on n'a pas vraiment une véritable cuisine fusion au sens d'aujourd'hui, simplement on a une découverte mutuelle, on va dire. Et comme on est à Paris, là on a vraiment une découverte. Les Français, il y a beaucoup de Français qui entrent chez Pocardi, chez Arrigoni, chez Zucco. On a une véritable découverte de la cuisine italienne, bien avant donc de la cuisine mondialisée
des années 1950-60. Beaucoup d'autres, vous voyez, Romano, j'aime beaucoup cette image, vous voyez, qui fait sa publicité dans le Bottin, hein, restaurant italien Romano, rue d'Amboise, toujours ce quartier. Toujours dans ce quartier des grands boulevards, où il y en a encore un autre, à 1906. Voilà. Et puis il y en a d'autres, vraiment, grâce à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, moi j'en ai toute une liste, hein, je ne pensais pas que c'était si nombreux, mais c'est vraiment des dizaines et des dizaines. Hein. Dans ce même quartier des grands boulevards. Hein. Voilà, celui-ci, assez drôle aussi, Turpin, qui a également des très beaux menus, très bien décorés. Vous voyez, Turpin, il avait un associé, visiblement un abonné, toujours dans ce quartier, rue Montmartre. Oui, il est bien franco-italien. Et puis, oui, ces cartes, il faudrait toutes les détailler, hein, il faudrait faire tout un article là-dessus. Mais ils se ressemblent un peu. Hein, voilà. Bien, et puis, vous voyez, encore un autre italien, napolitain, une vue sans doute prise depuis la Mergellina. On devine là, le couvent San Martino. Enfin bon, tous ceux qui connaissent là, je pense que vous êtes nombreux. Ben, on nous conseillait d'aller voir la carte. Ben voilà, la carte, elle est pleine de jours d'un côté, vous voyez. Et puis, vous avez les autres spécialités. Voilà. Et puis, alors, aux quatre coins de Paris, avant ma conclusion, il n'y a pas seulement les grands boulevards. Ça aussi, c'était une bonne surprise quand j'ai vu toute la documentation de la BHVP. Vous en avez, oui, à Montmartre, rue Frochot, oui, près des grands cabarets, hein, les grands cabarets de la grande époque de Montmartre, le Saint-Maur, la Nouvelle-Athènes. Oui, également, on sait ce qu'on mangeait, en tout cas la carte. Ce sont un petit peu les mêmes, hein, de restaurant en restaurant. Mais il y en a dans le quartier latin aussi. Vous voyez, boulevard Saint-Germain, ça c'est un italien, franco-italien, vous voyez, c'est un petit peu caché, le franco, enfin, à moitié caché. Un autre encore, italien, tout près du Collège de France, donc clientèle sans doute des professeurs là, de la Sorbonne, peut-être quand ils ont un peu plus d'argent, des étudiants, hein, voilà. Mais vous en avez également dans le 19e, un quartier très populaire près de la Villette, un Draghi, etc. Celui-là, sans doute dans le 6e, d'après la BHVP. Puis vous en avez d'autres. Pardon? Oui. Je crois qu'il va falloir… Voilà, je vais conclure. Alors, voilà ma conclusion sur les triangulations, qui est un mot compliqué, mais qui est vraiment hein, en histoire culturelle banale. Vous allez voir, c'est très. Vous allez tout de suite voir où je vais en venir. Donc, c'est un mot technique, mais qui est très simple. Vous voyez qu'il y a trois jeunes dames ici sur un des menus de Pocardi. Vous reconnaissez bien sûr la Marianne française, symbole semi-officiel, on va dire, de la République française. On reconnaît plus ou moins donc une italienne. Là, il faudrait que vous m'aidiez. Hein. Moi, je reconnais plutôt le costume folklorique dans ce qu'on appelle la pacchiana, mais je ne suis pas un spécialiste. Hein, donc, en tout cas, une dame italienne. Et puis, donc, une américaine, vous voyez, avec les étoiles, plutôt un nez folle. Hein, c'est un menu des années 1920. Et donc, avec une tenue, vous voyez, une coiffure à nez folle. Alors, pourquoi je vous montre ça? Je ne sais pas ce que plaît. Oui, parce que, donc, je reviens à Arrigoni. Regardez Arrigoni, franco-italien, mais regardez, mais c'est quand même extrêmement curieux, fournisseur de Sa Majesté le roi d'Espagne. Donc, depuis Paris, en fait, Arrigoni, d'origine italienne, restaurant franco-italien, fournit en produits italiens, peut-être français aussi, l'Espagne et le roi d'Espagne. Et puis, vous voyez que ce n'est pas seulement espagnol, parce que sur sa carte aussi, on voit qu'il fait de l'asado à la brésilienne, sans doute lié à l'émigration italienne en Amérique du Sud. Donc, vous voyez qu'on a en fait ce qu'on appelle une triangulation, l'Italie, la France et puis d'autres parties du monde, l'Espagne, on pourrait dire ici même une quadrangulation, donc puisqu'il y a l'Espagne numéro 3, et l'Amérique du Sud, l'Amérique latine en 4. Pocardi, même chose, quand on regarde tous ces trois, enfin les quatre vues ici de cette carte postale, on voit qu'il y a un bar américain, on voit qu'il y a un grill room, donc ce n'est pas du tout de la culture française, c'est de la culture culinaire anglo-saxonne. Donc on a un troisième pôle ici. D'ailleurs, Pocardi lui-même, vous voyez, c'est assez bizarre comme expression, restaurant italien, franco-américain, donc triangle. Hein, vous voyez, on a bien. Donc tout ça pour vous dire que non seulement il faut plutôt parler de restaurant franco-italien, mais que ce n'est pas seulement franco-italien, qu'il y a disons, un cosmopolitisme, il y a une découverte du monde à l'intérieur de ces restaurants italiens de Paris, qui sont donc restaurants parisiens, qui sont de Parisiens de ville lumière, et donc on a finalement quelque chose déjà de mondialisé dans ces restaurants, bien avant donc ces fameuses années 1950 et le succès foudroyant de la pizzeria dans le monde entier. Voilà.
Voilà. Et donc, je pense qu'il ne faut absolument pas oublier toute cette époque, 19e jusqu'en 1940-50, parce que c'est vraiment un des moments où les Français et d'autres, tous les touristes étrangers qui viennent à Paris, et dans les villes de province françaises, hein, Toulouse, Lyon, Marseille, etc., découvrent cette cuisine italienne qui, en fait, il faut mettre à pluriel, c'est les cuisines, vous voyez, de toutes les provinces italiennes, à la fois populaires, à la fois paysannes, et puis de plus en plus, on va dire, sophistiquées. Voilà. Donc, il y a un laboratoire fantastique dans les restaurants italiens de Paris, bien avant 1950. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie vraiment beaucoup parce que là, vous nous avez montré un cas d'espèce, si on peut dire, et Oui. laboratoire à la fois temporel et localisé dans lequel se joue cette intégration progressive de la Oui, cuisine oui. italienne et en même temps, justement, une ouverture de ces restaurants Voilà, tout à fait. italiens à d'autres cuisines. Hein, j'ai vu dans un des menus, il faudrait étudier chacun de ces menus. Il y Tout à avait fait, voilà. le poisson à la mode basque, il y a le À la mode basque. etc. Alors moi, ce qui Donc m'a c'est assez fantastique, hein. Quand on regarde le détail, c'est incroyable. il faudrait vraiment analyser chacun des Tout à éléments fait. que vous avez présentés avant qu'on arrive effectivement à la mondialisation, au cosmopolitisme total. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que vous avez évoqué, lorsque ces Italiens arrivent à Paris, la place de la gare de Lyon et le fait que les restaurants sont localisés dans cet espace qui entoure la gare. Et effectivement, la cuisine, on ne l'a pas assez dit peut-être, enfin, ce sont des restaurants, bien sûr, ça va devenir des grands chefs, mais ce sont aussi des lieux et les gares ont joué un rôle fondamental, non seulement pour la cuisine italienne, mais pour créer une cuisine parisienne, une cuisine qui va devenir française, nationale. Et je pense au cas du cassoulet, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure et qu'on est à Toulouse. Voilà. C'est un plat qui a voyagé aussi grâce au chemin de fer. Il a voyagé grâce au chemin de fer et il s'est installé tout d'abord à la gare de Lyon. Et on connaît l'importance des restaurants associés aux grandes gares. La gare de Lyon a encore son grand restaurant. Et Prosper Montagnier, qui amène aussi ce cassoulet, crée des amicales occitanes, Oui. crée des rassemblements autour de ce plat. Et effectivement, on a aussi d'autres régions qui arrivent. C'est-à-dire, il n'y a pas que les Italiens. Dans le même temps chronologique, on a toutes ces régions qui arrivent à Paris. Donc, ceci pour évoquer une question qui a été posée tout à l'heure et que l'on m'a communiquée et qui me semble être restée une question centrale. Une personne demandait comment on pouvait parler de cuisine italienne, française, c'est-à-dire nationale, alors que les cuisines régionales continuent toujours à exister. Et par exemple, au moment où la cuisine française, sous le nom de cuisine française, dont on voit qu'elle est parisienne, en fait, se met en place, on a l'émergence de tous ces livres de cuisine régionale, le cuisinier gascon, le cuisinier landais, la cuisinière provençale, pour une fois ça sera une femme, on n'a pas encore parlé du passage aussi de la cuisine de maman, de la cuisine familiale à la cuisine au restaurant qui devient aussi une cuisine d'homme. Bon, on pourra peut-être évoquer aussi ce changement. Donc, comment arriver à tenir tout ça ensemble? Puisque aujourd'hui, alors même qu'on est dans le cosmopolitisme, la mondialisation, on voit, et vous l'avez dit vous-même, Denis Saillard, dans l'un de vos derniers ouvrages, vous avez dit, en même temps, il y a une revendication identitaire du régional, des spécificités. Alors là, je pose la question à l'un ou à l'autre, aux deux successivement, parce que je pense que c'est une question que les participants ont posée plusieurs fois. On peut peut-être commencer par l'Italie et puis ensuite je veux bien vous répondre sur la France. Oui. Oui. Allez-y, Silvano. Oui, alors, la question exactement, c'est quoi?
comment peut-on parler d'une cuisine italienne, une cuisine française, dont on voit bien qu'elle est le produit de multiples apports aux divers moments de l'histoire aussi, alors même que les cuisines régionales, et on le voit dans les menus qu'a présenté Denis, les cuisines locales, les plats sont nommés d'après la région. Hein, il y a bacalao à la bica, il y a morue à la basque, dans le restaurant franco-italien. Comment arriver à faire la part des choses? Pour l'Italie, la question ne se pose pas vraiment, puisque les Italiens revendiquent leur cuisine régionale, la cuisine locale, la cuisine de la mamma. Hein. Je sais que quand, par exemple, au début de Slow Food, quand ils voulaient développer Slow Food aux États-Unis, Slow Food est né, comme vous savez, à Bra, hein, dans le Piémont, et Carlo Petrini, qui voulait développer Slow Food aux États-Unis, il partait aux États-Unis et il emmenait la cuisinière d'un restaurant qui s'appelait Il Boccon Divino. Boccon Divino, divino de vin et en même temps divin. Hein, ça veut dire. Et c'était une dame qui avait, évidemment, qui savait faire de la cuisine professionnelle. C'était quand même une dame. Il n'a pas amené un grand chef, il n'a pas amené un cuisinier, il a amené cette dame qui était la représentante d'une cuisine simple, familiale, coûteuse, bien faite, avec des bons produits. Voilà, c'est ça le principe. L'Italie a beaucoup joué sur ça. Et les cuisiniers actuels qui se mettent à faire un peu de soi-disant de la haute cuisine, ils veulent se distinguer par le professionnalisme. Comme les cuisiniers français, il y a une grosse différence entre une cuisine faite par des personnes même très bons cuisiniers, mais qui n'ont pas appris les techniques les principes de la cuisine. Les cuisiniers, eux, se prétendent des spécialistes, des professionnels de cet art, de cette discipline. Donc, voudront toujours faire quelque chose de différent. Et la particularité de la France, à mon avis, c'est que c'est eux qui ont gagné. C'est cette partie. Et ils ont, par leur succès, ils ont complètement effacé tout le reste tout le reste de la scène, je parle, parce qu'en réalité, localement, si on va en Alsace, on peut goûter des tartes flambées, on peut goûter de la cuisine alsacienne et des choses très bonnes. Et dans toutes les régions de France, c'est comme ça. Mais l'aura, la réputation de la cuisine française a fait qu'elle a effacé un peu la présence et comment dire, l'excellence des cuisines régionales. Voilà. Oui. Alors, moi, je serais un tout petit peu plus nuancé. Comme vous disiez, hein, Claudine, cette espèce comment dire, de schizophrénie française, elle se résume parfaitement dans le personnage de Prosper Montagnier. Absolument. Parce que Prosper Montagnier, il a deux casquettes d'une certaine manière. Il a sa casquette régionale, carcassonnaise, où il va faire la promotion dans des sociétés, des associations de gens du Sud-Ouest qui sont montés à Paris, etc. Et puis la casquette du grand chef. Il a quand même été le chef du Grand Hôtel. Le Grand Hôtel, vous savez, aujourd'hui c'est l'Hôtel Intercontinental, c'est le Café de la Paix, hein, juste à côté de l'Opéra. Il était du niveau d'Escoffier. Il a une carrière, on va dire, sur le plan financier un peu compliquée. Il s'occupait pas tellement il n'avait pas un Ritz. Hein, il n'avait pas un Ritz pour s'occuper de ses finances. Donc il a fait faillite plusieurs fois. Mais il a donc la casquette de grand chef. Quand il est grand chef, il va parler de la cuisine française, nationale, parisienne, au détriment des cuisines régionales dont il fait la promotion par ailleurs. Oui. Donc c'est pour ça que je dis que c'est assez schizophrénique. Mais donc je serai un petit peu plus nuancé que Silvano parce que, par exemple, je pense aux touristes étrangers qui viennent à Paris, qui regardent dans un guide où est-ce qu'on peut aller manger ce soir, etc. Bien sûr, ils peuvent aller dans des restaurants
de haute cuisine française. Je ne vais pas citer de nom. Mais ils peuvent aller aussi dans pas mal de restaurants de cuisine régionale. Je pense en particulier à toutes les brasseries. Sylvano, on se tutoie, je crois. Tu parlais de l'Alsace, mais il y a quand même beaucoup de brasseries alsaciennes à Paris. Donc, je pense qu'il y a aussi une découverte possible des cuisines régionales pour un touriste qui vient à Paris. En revanche, moi, c'est surtout ce dont je m'occupe avec ma collègue et amie Françoise H. Bissette, la représentation. Effectivement, dans le discours sur la haute cuisine, cette fois-ci française, dans le monde entier, depuis le XVIIIe siècle, la cuisine régionale, effectivement, va être écrasée par cette haute cuisine nationale parisienne. C'est évident. Mais ensuite, je pense que des touristes en France peuvent très très bien découvrir autre chose que cette haute cuisine sophistiquée, etc. Effectivement, qui a fini par se dire la meilleure du monde, et les gens ont fini par le croire, alors qu'il y a toute une diversité à la fois française, étrangère, etc., qui est fantastique à découvrir. Enfin, dernier point, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je suis content que vous parliez de la mama et donc de la question du genre entre les hommes et les femmes. J'aimerais bien savoir, c'est ce que j'essaie de savoir dans ces restaurants là, du centre de Paris, là, des grands boulevards, les restaurants italiens, qui est-ce qui vraiment faisait la cuisine dans ces restaurants? Si c'était des femmes ou des hommes? Parce que dans les restaurants plus populaires, du côté donc du Faubourg Saint-Antoine, de Montreuil, de Nogent-sur-Marne, etc., c'était plutôt des femmes, donc dans les milieux populaires. Dans ceux qui sont un peu plus huppés, des quartiers centraux, je pense plutôt des hommes, hein, mais peut-être qu'on a là, justement, on aurait un point de, comment dire, une réponse sur cette espèce de transformation de la cuisine italienne, d'une cuisine populaire, plutôt féminine, on va dire, hein, plutôt enfin, paysanne dans le sens large du terme. Hein. Paysan, pas forcément ça peut être des gros bourgs, hein, c'est pas forcément. C'est évidemment pas péjoratif dans ton esprit. Moi, j'ai des origines paysannes, donc voilà. Mais donc, cette question sera aussi fondamentale, hein, la question qui cuisine. Parce que dans la haute cuisine française, tout le monde le sait, à Paris, un restaurant de haute cuisine française, jusque dans les années 1950-60, ça ne peut être qu'un chef masculin. Il est impossible d'avoir un homme. Il n'y en a eu strictement aucun. Et seule Karen Dixon dans le festin de Babette imagine, mais c'est parce qu'elle est féministe, imagine que la chef du café anglais aurait pu être Babette sous le Second Empire, mais ce qui est une revendication féminine contre l'histoire et contre la réalité. Mais alors, ce qui est quand même assez curieux, il y a eu un film il n'y a pas très longtemps sur Bocuse. Bocuse, comme d'autres grands chefs français. Par les mères lyonnaises. Oui, voilà, tous les grands chefs, enfin pas tous, mais beaucoup de chefs français revendiquent leur apprentissage auprès de leur mère. Et avant les chefs masculins, il y avait les fameuses mères lyonnaises. Tout à fait. Voilà. C'est assez exceptionnel. Voilà, oui. Mais... Exceptionnel, oui. Pour Paris, ce qui se passe donc en province, il y a quelques maires, aussi comme on les appelle en Bretagne, etc., la mère Fillou à Lyon, etc. Voilà. Ça se développe donc belle époque, surtout l'entre-deux-guerres, où bien sûr la mère Brasier, en plus elle a 2 restaurants qui ont tous les 2 3 étoiles au Michelin. Voilà. Donc elle a 6 étoiles. Et effectivement, la génération suivante des chefs, donc on est la génération après Escoffier, hein, après Montagnier, donc la génération Bocuse, vous voyez, qui est plutôt la génération, on va dire, d'après la Seconde Guerre mondiale, se revendiquent des maires, hein, éventuellement des maires. Mais ça, c'est impossible dans le discours français des chefs de la Belle Époque, qui au contraire, alors pas Montagnier, hein, pas Escoffier, mais d'autres, sont carrément anti-féministes. Hein. Il y a des textes à foison contre les femmes qui ne savent pas faire la cuisine, sous-entendu, elles savent bien sûr cuisiner dans leur foyer, dans la cuisine domestique, il n'y a pas de problème. Mais alors, comme le disait Sylvano, hein, c'est l'adjectif que tu as utilisé, Sylvano, la cuisine professionnelle, alors là, non, là elles ne savent pas cuisiner. Il y a des textes très méchants contre les femmes. Oui. Et Bocuse, effectivement, c'est l'autre génération. On voit que les mères lyonnaises, là, ont une influence sur le discours des chefs qui se sont dit quand même, les Français se sont dit, ah mais quand même, on peut peut-être aussi s'inspirer de la cuisine, on va dire, entre guillemets, domestique. Donc, cette question homme-femme, et là, vraiment, entre la France et l'Italie, il y a vraiment d'énormes différences. Hein.
On ne retrouve pas du tout ça en Italie. Au contraire, je me souviens d'une discussion avec un des grands chefs de Florence, là, dont le nom m'échappe, mais c'est un des grands chefs actuels de Florence, qui me disait qu'en fait, la cuisine italienne en Italie, la cuisine italienne, c'est la cuisine de la mama. Voilà, alors que lui, c'était quand même un des chefs les plus renommés. Ça là encore, je crois C'est qu'il est... toujours cette posture, à mon avis, qu'adoptent les Italiens envers la simplicité, envers Oui, ce qui est. Et effectivement, la cuisine des femmes, parce qu'il y avait en Italie un restaurant, l'un des plus célèbres, hein, qui a été l'un des premiers 3 étoiles italiens, qui était tenu par deux femmes, 2 sœurs. C'était l'Osteria del Ponte, je crois, c'est en Émilie-Romagne. Donc, ça existe évidemment, mais là, il faut vraiment parler, enfin, se placer sur le plan du professionnalisme. Il y a les chefs depuis toujours, hein, au Moyen-Âge, il y a des textes où ils disent « Je ne vais pas vous expliquer comment on fait une soupe parce que n'importe quelle moulière qu'on peut le faire. » Un moulière, c'est une femmelette, quoi. Enfin, une petite bonne femme, quoi. Voilà, ils disent ça. Ça veut dire que eux, ils vont vous proposer des recettes élaborées, des recettes qui répondent à des principes culinaires précis, etc. C'est ça le professionnalisme. Et les Français ont cultivé ça jusqu'à très récemment, où les femmes ont dû rentrer de force dans les cuisines, parce que le monde de la cuisine, c'est un monde très violent, hein, et Et au 19e siècle, donc ça reprend à Montagnier, il y a une autre raison pour laquelle, en plus de tout ce discours historique qui vient de très loin, effectivement, donc, contre les femmes, les chefs français n'ont pas de statut social, de statut de profession. Donc, ils pensent que si en plus on commence à dire qu'il y a la cuisine de tous les jours, la cuisine domestique, ils n'obtiendront jamais ce statut. Donc, il faut à tout prix exclure les femmes. Oui, non, mais c'est clair, c'est évident. Et là, pour moi, c'est vraiment l'un des points les plus marquants de notre époque. Beaucoup de femmes se sont illustrées en cuisine. Et moi, je me souviens que dans les années 70, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, il y avait des chefs qui nous disaient « Seules les femmes japonaises résistent à l'ambiance de la cuisine. » Parce qu'elles supportent tout, parce qu'elles ont un but, elles étaient prêtes à supporter n'importe quoi. C'est très violent, ils sont horribles, hein, les collègues, le chef, c'est un petit dictateur en puissance. Maintenant, ça a beaucoup changé. Mais comment ils traitaient les apprentis, les chefs, les autres, etc. C'est vraiment d'une violence incroyable, même si je crois que maintenant ça a beaucoup changé. Puis, espérons. Le personnel fait valoir ses droits aussi. Mais c'est un monde difficile et je crois, moi, que vraiment, c'est un professionnalisme revendiqué, quoi. Et de même qu'il n'y avait pas de grands chefs d'orchestre féminins avant, il n'y avait pas de grands architectes féminins. Mais bon, c'était toutes les grandes professions comme ça, c'était aux mains des hommes, quoi. Bon, maintenant, c'est en train de changer, c'est tant mieux. C'est pour ça que les mères lyonnaises, la mère de Brasier, c'était des cas exceptionnels. Ont vraiment cassé quelque chose qui était séculaire, en fait. Mais elle travaillait dans la cuisine lyonnaise. Oui. Elles se sont illustrées. Oui, elle n'était pas à Paris, voilà. La cuisine lyonnaise, elles en ont fait une cuisine mondialement connue, mais c'était une cuisine régionale, entre guillemets. Oui, non, mais ce qui veut dire que pour les chefs, pour les grands chefs, se revendiquer de cette cuisine-là, des mères, d'une cuisine. C'est un changement de paradigme. Voilà, c'est aussi une manière en France de vouloir garder un lien, même si c'est symbolique, même si c'est faux aussi, parce qu'ils parce qu'ils ont fait des cuisines à des milliers de kilomètres de la cuisine des mères, certainement. Mais c'est une manière de vouloir penser la succession, de vouloir penser une transmission. Parce que ça aussi, est-ce que le cuisinier est un créateur complet, total, qui invente, hein, et c'est quand même, je crois, ce qui domine dans la cuisine contemporaine, c'est le besoin d'inventer avec aussi toute la dimension esthétique,
de la nouvelle cuisine. Les plats, on le sait, sont faits pour être regardés. Ce sont des images, des photographies d'ailleurs de plus en plus dans le monde entier. Et donc là, on assiste à un phénomène qui est très général. Je pense qu'on est vraiment Oui, tout à fait. dans la mondialisation la plus totale. Alors, je pense qu'on va être obligé bientôt de clôturer. Il y a de nombreuses questions et on ne pourra certainement pas répondre parce qu'elles tournent autour de la circulation des matières premières, hein, de la circulation des aliments, c'est-à-dire des fruits, des épices dans le monde méditerranéen à des périodes plus anciennes. Et la question qui se posait, c'était, j'essaie un peu de résumer parce qu'il y en a plusieurs, est-ce que l'un d'entre vous peut répondre et on finira peut-être là-dessus, en quoi les apports venus du bassin de la Méditerranée ont pu enrichir les cuisines italiennes, en particulier Venise, Gênes ou Florence, puisque on sait aussi… Pour les fruits et légumes, hein, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent sous la Renaissance. Donc, je laisse Silvano répondre. Peut-être Silvano, et on va lui laisser terminer alors que c'est Oui, étrange. je vais bien terminer, mais enfin, je pense que vous le savez aussi bien que moi, c'est que la Méditerranée, c'est un lieu d'échange. Hein, ça a toujours été. Hein, les, pour revenir, par exemple, au commerce des pâtes, on sait que la Sicile était un centre de production énorme et on a un témoignage d'un géographe arabe, Idriss, qui dit depuis la Sicile, il y a des bateaux entiers de pâtes sèches de conserve, hein, les pâtes qu'on a à l'heure actuelle dans le commerce, qui partent vers les pays musulmans aussi bien que vers les pays chrétiens. Donc, un grand chef romain de la Renaissance, il donne une recette de couscous à la sicilienne. Hein, le couscous, hein, il l'appelle comme ça, il l'écrit à sa manière à lui, mais c'est le couscous, voilà. Donc, évidemment que ça continue. Et puis, ça a toujours le commerce des fruits. Et puis, il y a eu au XVIIe siècle la mode des primeurs. Je sais qu'il y a un cuisinier, un Français qui part en Italie parce qu'il veut apprendre à faire les eaux parfumées, etc., les liqueurs, les glaces. Et en revenant, il travaille près de la cour, hein, c'est un très proche de la cour de Versailles, il fournit. Et en revenant sur la côte ligure, il découvre, c'est fin février, hein, il découvre qu'il y a ils sont en train de cueillir des petits pois. Alors il achète des petits pois et puis il va en faire, et il raconte qu'il va l'offrir à Versailles au roi. Et donc le roi a tout émoustillé et dit ça, je vais garder ça pour moi et ma famille. Donc manger des petits pois, c'était, même pour le roi de France, c'était quelque chose d'extraordinaire à l'époque. Alors que à l'heure actuelle, tout a changé bien sûr là-dessus. Voilà. Voilà, je suis désolée pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Et je pense qu'on va laisser la parole 2 minutes à Paolo Revelli-Beaumont, puisque c'est lui qui a été l'initiateur de cette rencontre. D'accord. Paolo? Mais juste pour vous remercier d'avoir participé à cette table ronde. Donc, merci à tous les trois. Je pense qu'on a un thème qui intéresse énormément, que la cuisine est un thème sur lequel nous reviendrons certainement, puisque non seulement il traverse nos deux pays, mais il les lie, comme on l'a vu dans la présentation qui a été faite, et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup aussi les participants à des initiatives culturelles comme celle d'aujourd'hui, ou plus en général, qui viennent apprendre une langue étrangère, comme l'italien à une Dante Alighieri. Je pense que c'est vraiment des arguments sur lesquels nous essaierons de revenir le plus tôt possible et certainement en présence. Entre-temps, merci beaucoup. Merci à Denis Saya, à Sylvain. Merci à vous. Et merci à Claudine Vassas d'avoir modéré et animé cette table ronde. Merci à tous.